Madame, Monsieur, bonsoir. J-27 avant le duel de l'année de Kamala Harris ou Donald Trump pour gagner l'élection présidentielle aux États-Unis. Les pronostics et autres sondages révèlent des scores très serrés entre les deux candidats. Le clan Harris met les bouchées doubles et multiplie les apparences médiatiques, contrairement à un démarrage médiatique timide pour la candidate démocrate. D'ailleurs, chez Stephen Colbert, l'un des talk shows les plus suivis aux États-Unis, Kamala Harris a qualifié son rival de, je cite, loser qui admire ouvertement les dictateurs. Trump, pour sa part, appelle à son impeachment, traduisait sa mise en accusation. Alors, n'oublions pas toutefois qu'aux États-Unis, l'élection présidentielle est organisée au scrutin universel indirect. Elle se joue réellement dans une poignée d'États très disputés. Arizona, Michigan, Pennsylvanie, Nevada, Caroline du Nord, Géorgie ou encore le Wisconsin. Ce qui est certain, contrairement à l'issue de ce scrutin dont on ne connaît vraiment pas du tout le résultat à l'heure où nous vous parlons, c'est que cette élection présidentielle alimente des tensions déjà existantes dans une société américaine polarisée et très à cran. Les sujets qui divisent justement sont d'ordre d'abord économique, naturellement, avec un déficit budgétaire voué à l'explosion. Il y a aussi la question migratoire, où Trump promet la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays. La guerre au Moyen-Orient et le soutien à Israël font partie aussi des sujets de débat. Et voilà que les deux candidats s'affrontent sur le terrain climatique, avec un ouragan, Milton, qui s'apprête à ravager la Floride dès demain, jeudi 10 octobre. Un épisode dévastateur sur lequel Trump comme Harris devraient s'appuyer pour leur campagne. Pour le débat ce soir, pas présidentiel, mais pour les présidentielles, j'accueille depuis Washington et c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous, l'analyste politique Calvin Dark. Bonsoir Calvin. Bonsoir. La tension est à son maximum à moins d'un mois des élections, là, surtout à Washington. Oui, c'est le sujet à Washington et je crois que maintenant, à peu près 40 États, ils ont déjà commencé le vote. Alors, c'est vraiment dans l'air ici aux États-Unis, surtout à Washington. Vous faites bien de le rappeler parce que le vote en distanciel, justement, a déjà commencé dans plusieurs États. Nous y revenons dans quelques instants. J'accueille à présent depuis Vancouver le professeur Hicham Mouattadid, expert en stratégie politique. Bonsoir, professeur Mouattadid. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Au Canada aussi, on suit de très près ces élections américaines, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. En fait, il y a toujours des liens étroits entre le Canada et les États-Unis lorsqu'il s'agit de la politique, parce que quand même, veut pas, le Canada reste une zone d'influence américaine par excellence, mais aussi il y a des liens économiques, il y a des stratégies en fait qui sont élaborées ensemble. C'est pour ça que même au niveau du leadership à Ottawa, il y a quand même ces attentes, ce suivi de près à ce qui se passe à Washington, mais un peu partout aux États-Unis. Et on suit de très près, s'il y a vraiment un baromètre qu'on suit de très près, ce sont les sondages. Alors, des sondages, on en voit de toutes les couleurs. Et ces deux couleurs, donc le rouge pour représenter les républicains, le bleu pour représenter Kamala Harris donc, et le clan démocrate, on voit que le coude à coude se serre et on peut dire que, bien que courte, eh bien, la campagne de Kamala Harris commence vraiment à porter ses fruits. On voit aussi beaucoup d'apparitions de la candidate démocrate. Peut-être une explication, Calvin Dark, sur ces interviews à répétition à un mois, dès que le final countdown a commencé, on commence à voir Kamala Harris sur tous les plateaux, pour peut-être exagérer, mais en tout cas, elle enchaîne les interviews. Oui, je crois parce qu'elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour Donald Trump, les sentiments pour Donald Trump sont fixes. On est pour Donald Trump, on est contre Donald Trump. Il n'y a pas vraiment des Américains sans une opinion forte sur Donald Trump. Mais presque tous les Américains connaissent Kamala Harris, mais parmi les électeurs, les indépendants, il n'y a pas vraiment des opinions fortes. Alors,
elle doit renforcer pourquoi il faut soutenir Kamala Harris au lieu de rester à la maison. Ce n'est pas un problème chez la campagne de Donald Trump. Les supporters de Donald Trump, ils vont voter, bien sûr. Alors ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est elle veut parler aux électeurs non traditionnels, c'est-à-dire les électeurs qui n'ont pas vu le débat, par exemple, qui ne suivent pas tous les développements dans les élections tous les jours. Peut-être les électeurs qui regardent The View, le programme d'hier, ou les podcasts pour les jeunes. Elle essaie de vraiment toucher tous ces publics, tous ces électeurs, parce qu'on sait que ça va être très, très serré, les résultats. Et alors, les sondages sont très serrés aussi, Calvin Dirk. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec l'élection de 2020? Je crois que non, parce que... Sur la partie des sondages, quand même. À l'époque, justement, ce duel Biden-Trump et les sondages à un mois de l'élection, est-ce qu'il y a des similarités avec les sondages qui sont très, très serrés aussi entre Harris et Trump? Je crois que la différence, c'était que bien que c'était serré entre Biden et Trump avant les élections, Trump n'a jamais été le leader. Biden avait toujours l'avantage. Même si c'était 2-3 points, il gagnait toujours. Ce n'est pas le même cas avec Kamala Harris. Mais la différence cette fois, et je crois qu'on va voir les sondages, ça va être difficile vraiment de vraiment savoir le gagnant d'après ces sondages, parce qu'il y a beaucoup de facteurs sans précédent. Par exemple, c'est la première fois qu'on a un président, ancien président qui est le candidat. Ça, c'est différent. C'est différent aussi, il y a une femme noire. Et c'est aussi la différence entre les femmes et les hommes, selon les sondages, c'est inédit. Alors, on ne sait pas, le gagnant va être le candidat avec la motivation. Et est-ce que les femmes sont plus motivées à cause de Kamala Harris ou peut-être à cause de la question de l'avortement? Ou peut-être nous sommes misogynes, malheureusement, aux États-Unis. Est-ce que ça va motiver les hommes qui favorisent Trump d'une manière sans c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant, la plus grande démocratie au monde, et on en est là à parler de vote selon le genre. On ne parle plus de politique économique, d'un déficit budgétaire qui va exploser selon les analystes, quel que soit le candidat qui va gagner. Rien ne pourra arrêter l'hémorragie du déficit. Donc c'est quand même assez intéressant, ces élections américaines, assez inédites aussi. Ce n'est pas la première fois qu'un duel oppose un homme et une femme à la présidence des États-Unis d'Amérique. On le sait, Donald Trump avait arraché la victoire à une certaine Hillary Clinton. C'était en 2016. Oui. Mais en tout cas, je me tourne vers Hicham Mouatadit. Il y a un point très intéressant. Vous, en tant qu'expert en stratégie politique, l'approche a changé. Et les moyens et les médias aussi pour passer les messages ont également changé. À l'instant, notre cher Calvin a évoqué les podcasts, quelque chose que Donald Trump a aussi saisi et a commencé à se mettre à la page, si on peut le dire, et à s'adresser aux jeunes. C'est nouveau aussi. Qu'est-ce qu'il y a selon vous de nouveau dans l'approche Trump pour ces élections de 2024 et aussi sur la validité de certains sondages qui donnent déjà, par exemple celui du Télégraphe, qui donne déjà Kamala Harris largement en tête, avec quand même, pas largement, 49% des intentions de vote. Donc voilà. Qu'est-ce qui a changé pour l'approche Trump dans cette campagne? Je pense que l'approche Trump a évolué par rapport à la dernière fois et d'ailleurs plusieurs experts l'ont mentionné, notamment au niveau de son approche communicationnelle. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de s'attraper, notamment en se basant sur les erreurs
que son équipe a commises la dernière fois devant Biden. Je pense que même de l'autre côté, Harris l'a compris, c'est pour ça qu'il a multiplié en fait ses présences de communication, parce qu'il a vu que même de l'autre côté, chez les républicains, Trump essaye d'aller chercher ou d'aller sur les terrains qu'il n'essayait pas auparavant, notamment au niveau des podcasts, mais au niveau aussi de l'utilisation d'une certaine manière stratégique des réseaux sociaux. Ça, on l'a remarqué, et ce qui va jouer encore plus au niveau des États clés, comme l'ont mentionné en fait les sondages. Aussi au niveau en fait de l'analyse, on voit qu'il y a deux manières d'analyser ces sondages, notamment ce qu'on appelle des sondages au niveau national. Ça reste toujours des coudes à coude, mais au niveau en fait de chaque État, c'est là où ça va se jouer, notamment au niveau en fait des swing states ou des États clés. Mais ce qui est très intéressant en fait, c'est que à l'intérieur même de ces États clés, il y a quand même certaines différences sur lesquelles s'attardent un certain nombre d'experts, notamment au niveau des groupes démographiques clés, des jeunes électeurs, mais aussi les femmes et les minorités ethniques. C'est au niveau en fait de ces catégories de personnes ou de citoyens que ça va se jouer. Et c'est pour ça que ce soit au niveau de Biden, que ce soit au niveau en fait des démocrates ou de la part des républicains, ils vont essayer au niveau, à l'intérieur de ces États clés, d'aller travailler sur ces catégories afin de gagner en fait un certain nombre de points et de les arracher de dernière minute. Aussi, il y a une catégorie en fait où ça va se jouer encore plus, c'est ce qu'on appelle la catégorie des indécis et des indécises au niveau des citoyens. C'est aussi une catégorie qui occupe beaucoup les stratèges en fait politiques au niveau des deux clans durant en fait cette campagne électorale américaine. Oui, en parlant de ce sondage de Télégraphe dont on connaît bien sûr l'appartenance politique, Harris serait en tête dans 4 swing states, Michigan, Nevada, Pennsylvania, et Trump serait en tête dans la Caroline du Nord et l'Arizona, et ex aequo, ils sont, alors Trump et Harris, en Géorgie. Il faut dire, Calvin, que ça se joue réellement dans ces États. Et c'était le cas, je pense que l'élection de 2020 est un exemple parfait de ces États. Certains de ces États n'ont-ils pas basculé vers le clan démocrate, naturellement? Si oui, pourquoi? Oui, parce que, par exemple, mon État, Caroline du Nord, un swing state, parce que mon État, c'est très conservateur, mais au niveau fédéral, plutôt démocrate modéré. Alors, Barack Obama, il a gagné l'État en 2008, le premier mandat, mais il a perdu en 2012. Alors, ça montre que Caroline du Nord, c'est un État républicain avec une possibilité d'élire un démocrate. Mais le phénomène de ces États swing, c'est que pour Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin, c'est presque le même État, c'est-à-dire par personnalité, par tendance politique. Alors, Caroline du Nord, c'est beaucoup différent que Michigan ou Wisconsin. Mais par exemple, si Kamala Harris ne peut pas gagner l'État de Pennsylvanie, ça va être peut-être impossible de gagner Wisconsin. Parce qu'en fait, le frontière, c'est juste en ligne. C'est les mêmes gens. C'est pas le même cas, par exemple, Arizona et Pennsylvania. Alors, si elle perd Pennsylvania, elle va perdre aussi Wisconsin et peut-être Michigan. Et c'est la même chose pour la Géorgie. Si elle perd la Géorgie, elle va perdre Caroline du Nord. Alors, c'est pas, si elle perd Pennsylvanie, il n'y a pas vraiment un chemin pour gagner pour Kamala Harris, mais ça existe plusieurs chemins pour Donald Trump. Oui, il existe plusieurs schémas, mais on a des sujets quand même de discorde, Calvin. On a l'économie. Et là, tous les analystes sont d'accord, il sera très difficile pour les deux candidats d'éviter l'explosion du déficit budgétaire. Il y a la question de l'immigration. Et là, vraiment, il y a une division. Parce que finalement, ni l'un ni l'autre ne semble vraiment avoir un projet économique.
Qu'en est-il pour l'immigration? Est-ce que ça risque de faire basculer ces États clés? Oui, surtout pour le Nevada et l'Arizona. Mais c'est vraiment intéressant la stratégie des deux candidats. Par exemple, pour l'économie, si Trump se focalise sur l'économie, il peut gagner parce que ça, c'est la priorité pour les électeurs aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'il parle des animaux domestiques, des immigrés et tout ça, pendant que Kamala Harris, elle a réussi à faire la différence entre Biden et Harris. Elle est la vice-présidente actuelle, mais selon les sondages, peu à peu, elle représente le changement. Et ça, c'est vraiment incroyable, mais si elle a réussi à faire ça avec les électeurs indépendants, c'est-à-dire que l'économie On a l'impression de que ces Biden... électeurs indépendants oublient qu'elle fait partie du problème que vivent les États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle fait partie de cette administration derrière les problèmes économiques que vit ce pays. Exactement. C'est pour ça que vous dites que c'est Il y a incroyable. vraiment cette séparation entre Biden et Harris, elle va gagner. Et avec la question de l'immigration, si Donald Trump se focalise sur la frontière, il n'y a pas une solution, une vraie solution de Biden, de l'administration Biden-Harris depuis le début de son mandat, il peut gagner parce que l'immigration, après l'économie, c'est une priorité pour les électeurs. Mais il essaie de motiver sa base de soutien avec des propos racistes. Par exemple, ce week-end, il a dit que le crime, c'est dans les gènes des immigrés. Et alors, ça, c'est un turn-off vraiment pour ces électeurs indépendants qui veulent vraiment une solution pour le problème d'immigration, mais ne veut pas soutenir un candidat avec un propos si raciste. Alors, Trump, il a deux avantages pour l'économie et l'immigration, mais parce que sa personnalité, sa stratégie, ça donne l'avantage à Kamala Harris. Dernier point aussi, qui est un point de discorde, c'est la guerre. La guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine. Un mot là-dessus, avant que je passe la main à Hicham Mouajadid. Est-ce que l'un des deux a la clé pour mettre fin au massacre à Gaza et au Liban? En cours d'ailleurs. Je crois que le dommage est fait déjà pour Kamala Harris, pour ce qui se passe entre Israël et Hamas et à Gaza. Parce que pour cette question, il n'y a pas de séparation entre Biden et Kamala Harris, et je crois que ça, c'est une faute de stratégie de la campagne. Alors, peut-être, ça peut avoir un impact dans l'État de Michigan, avec une communauté très influente arabe, musulmane. Mais avec l'Ukraine, il n'y a pas vraiment des sentiments forts pour ou contre. Aux États-Unis, c'est plutôt une question de défense. Parce que maintenant, avec les ouragans aux États-Unis, je sais que dans mon État, la question contre la guerre en Ukraine, c'est parce qu'il veut Poutine gagne ou Zelensky gagne. Non, il veut savoir pourquoi nous envoyons des milliards de dollars pour l'Ukraine, mais il y a un débat si les citoyens de mon État méritent l'aide du gouvernement parce que le ouragan. Alors, je crois que pour cette raison, ça va avoir un impact. Mais parce que Donald Trump n'a pas une position en faveur de l'Ukraine, ça va pas vraiment motiver. Il n'a pas de position en faveur de l'Ukraine, si vous le permettez, Calvin Dark, mais il critique l'approche diplomatique actuelle, de l'administration actuelle. Et là, je me tourne vers Hicham Mouajadid. Et il prône des relations, justement, en termes de politique étrangère, ce Donald Trump, des relations bilatérales basées sur les intérêts américains. Est-ce que qu'est-ce qui différencie finalement l'approche, si toutefois il y en a une, de Kamala Harris en ce qui concerne la politique étrangère du pays? Parce que là, elle concerne des millions d'Américains, on le voit, qui sont contre la guerre, contre les massacres actuels à Gaza.
Oui, bien évidemment. En fait, certainement que les démocrates privilégient beaucoup plus ou donnent beaucoup plus d'importance à plusieurs dossiers au niveau international. C'est pour ça qu'il y a quand même une concentration à ce niveau, alors que chez les républicains, c'est beaucoup plus l'économie. Et la question qui préoccupe le plus les citoyennes et les citoyens américains, ce n'est pas directement le positionnement des Américains ou le positionnement des démocrates ou des républicains au niveau de ces dossiers, mais l'impact en fait que ces dossiers ont sur l'économie d'abord interne des Américains, mais aussi sur la sécurité. Parce que veut pas en fait n'importe quel positionnement américain au niveau des dossiers à l'international aura un impact direct et indirect sur le citoyen, sur sa vie, sur en fait sa qualité de vie, comme je l'ai cité, en fait, que ce soit au niveau de son économie ou bien au niveau de sa sécurité. Donc, c'est pour ça, en fait, jusqu'à certains points, un certain nombre en fait, d'Américains privilégient beaucoup plus les républicains parce qu'ils donnent moins d'importance à tout ce qui est international et sont moins présents. Et on l'a vu durant le premier mandat de Trump, mais ce qui est très important, c'est l'économie en fait intérieure. C'est l'importance où l'énergie politique doit être concentrée sur l'économie interne des Américains. Et on l'a vu, plusieurs chiffres en fait l'ont démontré, comment sous l'ère Trump, il y avait une certaine relance économique et plusieurs indices étaient positifs. Donc, ce qui est très important... Et Trump est contre la taxation des riches. Hein. Il est pour un retour à une politique économique centrée sur la réduction d'impôts et la déréglementation, mais il est contre cette surtaxation des grosses fortunes parce qu'il dit que c'est ces grosses entreprises finalement qui payent l'essentiel des taxes pour l'économie américaine. Ben, vous avez raison en fait de le mentionner et c'est d'ailleurs pourquoi en fait la chose la plus importante et qui touche directement le citoyen américain, c'est la question d'économie. Donc si en fait les démocrates essaye de mettre en avant un certain nombre de dossiers politiques pour aller chercher des catégories d'électorat, surtout dans les États clés. Mais je pense que la question aujourd'hui qui préoccupe le citoyen américain, c'est l'impact direct et indirect de ces positionnements au niveau de la sécurité et l'économie du citoyen à l'intérieur des États-Unis. Qu'en est-il des VP, Vance, Walz? Est-ce qu'ils ont vraiment un impact sur cette campagne? Première réponse pour Hicham Ouattadi et je switch vers Calvin après. Je pense que les deux choix étaient quand même intelligents, en fait, que ce soit de la part des démocrates et des républicains. Pourquoi? Parce que d'abord, en fait, Vance va venir aider Trump ou l'équipe de Trump, surtout au niveau des électeurs de la classe ouvrière et notamment dans les États industriels de Midwest. Et comme on le sait, il a quand même une certaine crédibilité et un impact considérable à ce niveau. Et pour ce qui est de Harris, je pense que Tim Walz va essayer d'aller chercher ceux dans les zones rurales. Pourquoi? Parce qu'il était quand même un gouverneur qui a cette expertise au niveau de la gestion des crises et ce qui manque en quelque sorte comme expérience chez Harris. D'ailleurs, c'est pourquoi il multiplie en fait ses présences médiatiques et de communication afin d'essayer de rassurer surtout ceux qui se trouvent dans ces zones rurales qui constituent une zone de bataille pour les démocrates. Calvin Dark. Et aussi, dernier point sur les changements climatiques aussi, avec bien sûr c'est un désastre climatique qui va dévaster certaines villes de la Floride, qui est largement républicaine, hein, ou qui est largement républicain cet État, mais en tout cas ça remet sur les devants de la scène cette question climatique. Alors d'abord, rapidement, le rôle des colistiers et aussi sur l'approche climatique très défendue par l'équipe démocrate de Kamala Harris. Oui, je crois que pour Kamala Harris, Tim Walz, il était un très bon choix, pas parce qu'il est le meilleur candidat, parce qu'il donne ce qu'on dit en anglais, il donne l'énergie du numéro 2, c'est-à-dire il est le number 2, il donne cette énergie. Ça, c'est important parce que nous sommes misogynes un peu aux États-Unis. Ici, il y avait un homme avec une personnalité très forte à côté de Kamala Harris. Il y a cette question. Il n'est pas une menace pour Kamala Harris et ça marche très bien. Pour J.D. Vance,
il a réussi à wash ce que dit Trump. C'est-à-dire, Trump, il a une idéologie, mais c'est pas clair, pas avec des détails, une logique. J.D. Vance, il peut parler de manière intelligente de ce que c'est le Trumpisme. Et ça, c'est vraiment un avantage pour Donald Trump. Pour le changement climatique, c'est c'est bizarre parce que ça touche les États républicains, normalement, le Floride, Georgie, Mississippi, Alabama. Mais les républicains, ils se moquent du thème. Il y a un membre du Congrès, Marjorie Taylor Greene, républicaine de l'État de la Géorgie. Elle a dit, sans blague, que les démocrates contrôlent le climat. Ils ont programmé ces organes pour toucher les États républicains. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un membre du Congrès qui a dit ça. Et il y avait un autre membre du Congrès du Parti républicain qui a dû démentir ça. Parce que il y a des gens qui ont confiance en ce que dit Marjorie Taylor Greene. Alors, je crois que pour les électeurs, surtout les jeunes, où le changement climatique est une question très importante, il n'y a pas d'autre option que le Parti démocrate parce qu'au moins, ils reconnaissent que c'est un problème et ce n'est pas la magie du Parti démocrate pour planifier les organes contre les républicains. Merci beaucoup, Calvin. En tout cas, c'est un feuilleton à l'américaine, n'est-ce pas? Avec chaque jour son lot de surprises, de rebondissements. Et puis nous suivrons certainement ce feuilleton. La date clé, c'est le 5 novembre, avec peut-être des résultats qui vont commencer déjà à paraître en soirée. En tout cas, je vous réitère mes remerciements. Nous allons certainement revenir vers vous et pour que vous partagiez avec nous en direct comment ces élections se passent et comment cette campagne prend des tournures si différentes jour après jour. Merci Calvin Dark, c'était un plaisir de vous accueillir comme d'habitude. Merci beaucoup. Et merci à mon autre invité distingué, Hicham Ouattadid, toujours enrichissant d'échanger avec vous sur des sujets d'actualité. Merci. Merci pour l'invitation, tout le plaisir pour moi. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.